Bonsoir et bonjour chers internautes. Nous sommes très contents de vous avoir nombreux aujourd'hui le 31 décembre 2020. C'est la dernière émission de cette année. Nous, c'est la chaîne Facebook RDC Nouveau Départ, mais également nous sommes disponibles sur YouTube avec le même nom. Nous avons comme ligne éditoriale Paix, Justice et Développement. Appelez-moi Frédéric Bigour Kayabou. Je suis l'initiateur et le présentateur de cette émission. Je pars des faits que je constate dans la société. Je les analyse au regard de la loi, au regard des pratiques, mais aussi au regard de l'expérience que nous avons par rapport aux dix faits pour, n'est-ce pas, venir avec des conclusions et recommandations afin de résoudre les problèmes qui se posent au niveau de la société. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. Et notre objectif, c'est d'instruire, d'informer la population pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, mieux défendre ses droits. Parce que lorsqu'on ne connaît pas ses droits, il n'est pas facile, il n'est pas aisé de les défendre. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le 31, mais hier, c'était le 30 décembre 2020, bien entendu. Et si nous faisons une marche en arrière, 21 ans, ou bien 22 ans, nous allons constater que il y avait des massacres qui étaient commis à Makobola. Et ces massacres, jusqu'à aujourd'hui, sont restés impunis. Et les victimes sont là, elles n'ont pas droit à la justice, elles n'ont pas accès aux réparations. Pourtant, c'est l'une des conséquences. Lorsque il y a violation des droits de l'homme, lorsqu'il y a commission des infractions sur le plan national. Et aujourd'hui, nous avons voulu, n'est-ce pas, consacrer la dernière émission à ce sujet, le massacre de Makobola. Tout le monde en parle. C'est un sujet qui intéresse plus d'un. C'est un sujet qui retient l'attention de tout le monde, bien que certainement on fait semblant, mais c'est un sujet très délicat. Merci beaucoup d'être connecté. Merci beaucoup de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Nouveau Départ. J'en profite également pour vous souhaiter les vœux les meilleurs de paix, prospérité, développement, santé, ainsi de suite. Et je voudrais vous avoir, n'est-ce pas, en vie l'année prochaine, 2021, ce que vous n'avez pas pu réaliser au cours de cette année 2020, j'espère que vous allez les réaliser l'année prochaine. Il ne faut jamais baisser les bras. Continuez à avancer. 2021, c'est le nouveau départ. Et nous disons RDC Nouveau Départ. Et dans vos activités, c'est toujours le nouveau départ. Merci beaucoup. Dans notre présentation, nous aurons le point suivant. Nous allons parler du contexte de la commission des faits. Nous allons parler de la qualification de ces faits-là. Après la qualification, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi la justice, pourquoi les victimes ont-elles droit à la justice. Quatrièmement, nous allons, n'est-ce pas, parler de la question de la compétence universelle en droit pénal international. Nous allons vous expliquer en quoi ça consiste et quelle est la finalité et qui peut le faire. Nous allons aussi faire un regard
n'est-ce pas, au niveau de la Cour pénale internationale pour savoir si cette instance pénale internationale peut-elle aussi se saisir ou juger les crimes commis à Makobola. Et si cela n'est pas possible, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et c'est à la fin que je vais vous donner mes recommandations. Cela étant dit, je vais commencer, n'est-ce pas, par la présentation du contexte. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, cette information est disponible dans les rapports mapping. Vous pouvez la retrouver. Nous sommes à la page 185, au paragraphe 353.14 du rapport mapping. Cette information est bien détaillée, mais également elle est disponible dans les rapports qu'on appelle les livres blancs sur les violations commises en RDC par les Rwandais, l'Ouganda, contre des Congolais, des civils congolais. Et donc, le livre blanc, c'est un document qui a été écrit par le gouvernement congolais à son temps, pendant le règne du feu président Laurent Désiré Kabila. C'est un document qui contient des tomes. Il y a le tome 1 qui est apparu en 1996 et le tome 2, je crois, c'est entre 2001 et 2002. Donc, c'est sur base de ces deux documents-là que l'Ouganda a été condamné par la Cour internationale de justice en faveur de la RDC pour payer, n'est-ce pas, des dommages pour faire des réparations pour tous les crimes que l'Ouganda avait commis sur le territoire congolais, précisément dans la région ou le district de l'Ituri. C'est un peu ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir par les contextes? Donc, ce sont des massacres qui étaient commis par les éléments des forces armées, des forces armées rwandaises. Le rapport mapping reprend les expressions ou l'expression APR, APR, oui, c'est pour dire armée patriotique rwandaise, mais aussi l'armée nationale burundaise. À son temps, le feu président, l'ancien président burundais Pierre Buyoya, qui est déjà mort, paix à son âme, c'est lui qui était le président. Il y avait aussi les éléments de l'armée nationale congolaise, ça veut dire la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie, RDC. Et à son temps, le président en exercice, c'était le feu professeur Wamba Diawamba. Parce que j'ai constaté que beaucoup de gens commettent les erreurs, la confusion par rapport à ces faits historiques. On cite abusivement M. Azarias Ruberwa. À son temps, il n'était pas encore le président de ces mouvements rebelles, le Rassemblement congolais pour la démocratie. Donc, c'est juste une précision de détail. C'est Wamba Diawamba qui était le président du RCD lorsque ces massacres étaient commis. Et au niveau de la province de Kivu, nous avions M. Norbert Bachenguez Kantitima, n'est-ce pas, qui était le gouverneur. Et lorsque les faits étaient commis, il avait d'ailleurs minimisé l'ampleur des faits, tout en s'attaquant, n'est-ce pas, aux prêtres et à l'église catholique, n'est-ce pas, qui avaient relayé cette information. Et donc, je suis en train de dire que ce sont des massacres qui étaient commis par l'armée rwandaise, l'armée burundaise, mais aussi les éléments de l'armée du RCD. RCD, c'était un mouvement rebelle, pro-rwandais, ça veut dire qu'il était soutenu par le Rwanda, l'Ouganda et les multinationales, n'est-ce pas, pour exploiter, occuper la RDC, en violant, bien entendu, le droit de l'homme. Donc, il y avait plus de 800 personnes qui étaient tuées, massacrées pendant ces événements. Quels sont les actes qui étaient commis? Il y avait des viols, il y avait des tortures, il y avait des meurtres, il y avait
des déplacements forcés, il y avait des représailles. Et donc, tous ces actes-là constituent ce qu'on appelle des représailles. Et pourquoi les militaires avaient-ils commis ces actes à l'égard des civils, des populations civiles? C'est parce qu'ils venaient, n'est-ce pas, ils venaient de connaître une défaite qui leur était imposée, n'est-ce pas, par les forces de résistance qu'on appelle les Mai Mai. C'est un mouvement de résistance nationale, patriotique, n'est-ce pas, qui défend l'intégrité territoriale de la RDC selon leur idéologie. Et donc, comme ils venaient de connaître une défaite, c'est ainsi qu'ils s'étaient pris aux civils. Et là, nous sommes à Makobola 2. Mais bien entendu, quand on lit les rapports, on cite d'autres milieux, mais c'est à Makobola 2. Makobola 2, ça se situe où? Makobola 2, c'est une localité qui est située dans, n'est-ce pas, le territoire de Fizi. Nous sommes à 20 km de la ville d'Ouvira. Et Ouvira est située au sud de la ville de Bukavu, qui est la capitale de la province Sud Kivu. Et donc, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qu'est-ce que nous pouvons comprendre par le contexte de la commission de ces massacres. Mais il faut rappeler aussi, ou bien noter, selon les cas, que parmi les victimes, j'ai dit que la majorité étaient des femmes et des enfants, il y avait aussi des prêtres, il y avait des religieux catholiques, mais également les membres du mouvement, n'est-ce pas, de la Croix-Rouge, qui vivaient dans cette localité. Et donc, de manière générale, ce sont des actes qui étaient commis en guise de représailles contre des civils. Et plus tard, je vais vous expliquer pourquoi le caractère civil et quelles sont les conséquences lorsqu'on dirige de tels actes contre la population civile. Le contexte de la commission des crimes étant circonscrit, je vais maintenant devoir, n'est-ce pas, parler de ce qu'on appelle la qualification. Et donc, c'est fait lorsqu'on veut les qualifier, et bien entendu, la qualification, ça se fait généralement devant les juges et le tribunal. Et donc, mais je vais essayer de parler de manière succincte, de manière simple, pour vous permettre, n'est-ce pas, de comprendre. Je ne serai pas trop juridique, trop académique, mais je serai trop, je dirais, simple dans le langage pour vous permettre, n'est-ce pas, de comprendre. Parce que mes émissions ont un caractère pédagogique. Les faits commis à Makobola 2, ce sont des crimes. Généralement, il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, mais aussi des crimes de génocide. Et les crimes de guerre sont commis pendant les conflits armés ou pendant la guerre. Tandis que les crimes contre l'humanité, ce sont des crimes qui sont commis non pas pendant la période de la guerre. Donc c'est ça la différence. Donc quand il y a la guerre, on s'attaque aux civils, on commet des crimes de guerre. Mais lorsque nous sommes pendant la période de la paix, on s'attaque aux civils, on commet des crimes, mais des crimes contre l'humanité. Et en quoi ces crimes peuvent-ils consister? Les crimes peuvent être des actes de torture, les actes de violence sexuelle, des actes de meurtre, de déportation forcée, les actes d'incendie des maisons, des civils, des habitants, ainsi de suite. Et ces actes sont dirigés contre des civils. Et des civils, ce sont des personnes qui ne combattent pas et qui ont cessé de combattre. Pourquoi qui ne combattent pas et qui ont cessé de combattre? Parce que le premier élément, des personnes qui ne combattent pas, ça veut dire ce sont des personnes qui n'ont jamais pris des armes. Donc, des civils, des personnes qui n'ont jamais pris des armes,
des habitants de la localité de Makobola qui n'ont jamais pris des armes. Ce sont des civils au sens des conventions de Genève sur la protection des civils, la 4e convention de 1900, n'est-ce pas, 1949, mais également au sens, n'est-ce pas, des 2 protocoles additionnels de 1977. Donc ce sont des personnes qui n'ont jamais combattu ou qui n'ont jamais pris des armes pour combattre, pour faire la guerre. Mais il existe aussi des civils, des personnes qui combattaient, mais qui ont cessé de combattre. Et on les appelle des prisonniers de guerre. Donc il existe, c'est la 3e convention de Genève qui les protège. Et donc, la loi de la guerre exige que les belligérants doivent protéger cette catégorie de personnes. Et lorsque des attaques sont dirigées contre ces personnes, et automatiquement on doit commettre, on dirait qu'on a commis des actes, des crimes, et par conséquent, il doit y avoir des réparations et vous devez être jugé pour ce faire. Et voilà pourquoi les actes de Makobola dirigés contre des civils, n'est-ce pas, au sens strict, constituent des actes, des crimes contre l'humanité parce qu'ils n'étaient pas commis pendant la guerre. Et je l'ai dit, c'était des actes de représailles. Ça veut dire les militaires du Rwanda, du Burundi, ainsi que du RCD venaient de perdre la bataille et qu'ils commençaient maintenant à exprimer leur colère contre des civils. Donc il n'y avait plus de conflits armés, il n'y avait plus de batailles, il n'y avait plus de guerre. C'est ce qu'il faut retenir par rapport à la qualification. Et donc, ces éléments-ci doivent être présentés devant les juges pour, n'est-ce pas, donner une qualification au regard des éléments de preuve qui doivent être présentés par les différentes parties mises en cause. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en passant, je veux souligner qu'il y a des campagnes qui demandent, n'est-ce pas, la mise en place du tribunal pénal international pour la RDC afin de juger, de connaître, n'est-ce pas, de juger et de réprimer tous ces actes. Comme cela a été fait en 1994 au Rwanda avec le tribunal pénal international d'Arusha, mais également en ex-Yougoslavie avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour juger des crimes graves qui étaient dirigés contre la population civile, notamment à Kosovo, à Serbie, ainsi de suite. Je poursuis à la question suivante. Ça, c'est la 3e question. Pourquoi la justice? Comme je l'ai expliqué tantôt, lorsqu'on commet des crimes, il doit y avoir des responsabilités et la notion de crime conduit à celle de la responsabilité et la responsabilité a comme corollaire ou conséquence la réparation. Et comme je l'ai dit encore, on ne peut obtenir la réparation que devant les juges. Traditionnellement, c'est que devant les juges. Et voilà pourquoi la notion de la justice intervient ici. Et donc, les victimes de Makobola, les victimes des massacres de Makobola, de 1998, le 30 décembre 1998, ont droit à l'accès en justice. Donc, elles doivent demander qu'il y ait des réparations en leur faveur. Parce qu'il y a des droits qui ont été lésés, des droits qui ont été violés. Et voilà pourquoi il y a toute cette mouvance, il y a toutes ces campagnes à travers le monde, le Congolais de la diaspora, le Congolais, la société civile, n'est-ce pas, qui demandent qu'il y ait la mise en place du tribunal pénal international en faisant application des recommandations contenues dans le rapport mapping. Et si vous voulez en savoir plus, les rapports mapping, n'est-ce pas, vous pouvez visiter notre chaîne, aller sur notre chaîne YouTube, vous allez voir des émissions qui étaient consacrées au rapport mapping. On explique c'est quoi, quelle est la méthodologie, quelles sont les grandes parties, quels sont les auteurs présumés, ainsi de suite. Et c'est devant la justice que les victimes doivent obtenir la réparation, comme je l'ai dit. Et c'est possible si nous les voulons. Ça doit demander l'implication de tous. Nous ne devons pas laisser le docteur Mukwege, nous ne devons pas laisser les gens, n'est-ce pas, de bonne foi, les gens qu'on appelle
des femmes qu'on appelle les marraines pour la RDC, des femmes qui accompagnent, n'est-ce pas, la RDC dans la mise en place de ce tribunal international, pénal international. Et nous devons aussi les accompagner, nous devons les soutenir pour que nous puissions arriver à la justice. Voilà ce qu'il faut retenir. Mais ici, il se pose une autre question. Pourquoi la justice? C'est parce que, je l'ai déjà dit, c'est parce qu'il y a des crimes qui étaient commis, il y a des victimes qui sont présentes et qui ont droit à la réparation. Et donc, c'est les juges qui doivent appliquer la règle du droit, qui doivent appliquer la loi, n'est-ce pas, pour fixer les montants et des réparations à payer en faveur des victimes. C'est dans cette perspective que, n'est-ce pas, la RDC avait assigné l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi devant la Cour internationale de justice, qui est une instance judiciaire de l'Organisation des Nations Unies, selon la charte de San Francisco, portant la création de cette organisation. Donc, la Cour internationale de justice, c'est une instance, n'est-ce pas, qui juge les litiges qui opposent les États. Et donc, si deux États sont en conflit, peu importe quelle est la nature du conflit, et qu'ils décident, n'est-ce pas, de porter ces litiges, ces problèmes devant cette instance judiciaire de l'ONU, parce que ces États sont les membres des Nations Unies. Et donc, voilà comment cette instance va intervenir pour résoudre, aider les États à résoudre ces problèmes. Et c'est dans ce cadre-là que la RDC, lorsqu'elle a estimé qu'elle était victime des violations commises par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi pendant la période d'occupation, notamment dans la région d'Ituri, la RDC avait porté ces litiges, ces problèmes, n'est-ce pas, devant cette instance judiciaire. Et en 2005, cette cour, n'est-ce pas, a condamné l'Ouganda au paiement des réparations en faveur de la RDC. Et c'est ce qu'on appelle l'affaire des activités militaires et paramilitaires sur le territoire de la RDC. Donc, c'est une affaire qui est disponible sur YouTube, qui est également sur Google. Vous pouvez la retrouver. Et à plusieurs reprises, on en a parlé dans nos émissions. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir comment est-ce que nous essayons d'expliquer. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? L'Ouganda seul était condamné, tandis que le Burundi et le Rwanda n'étaient pas condamnés parce que ces deux pays n'avaient pas reconnu la compétence de cette instance judiciaire. Et comme vous le savez, en droit international, la compétence de la Cour internationale de justice n'est pas obligatoire. Donc, il faut que les États fassent ce qu'on appelle la déclaration d'acceptation de cette compétence. Et comme le Rwanda et le Burundi n'avaient pas fait une telle déclaration, et donc la Cour ne pouvait pas les juger ou les condamner comme elle l'a fait avec l'Ouganda. En d'autres termes, si l'Ouganda et si le Rwanda et le Burundi avaient fait cette déclaration, au même titre que l'Ouganda, et je présume qu'au regard des éléments prouvés par la RTC, ces deux pays seraient aussi condamnés à payer des réparations en faveur de la RDC. Et voilà pourquoi nous disons que c'est aussi une possibilité pour obtenir la réparation. Mais c'est là, nous sommes en face d'un blocage parce que les deux pays n'ont pas, n'est-ce pas, fait la déclaration d'acceptation de la compétence de cette Cour. C'est très important à savoir, c'est très important à noter, parce que ça pourrait, n'est-ce pas, vous aider. Comme nous sommes en train de parler de la justice, l'État, l'Ouganda et le Burundi, à travers les éléments, n'est-ce pas, impliqués lors des massacres de Makobola, ils avaient violé les obligations internationales en vertu des conventions internationales. Premièrement, c'est l'article 25 de la Convention de Vienne sur les droits des traités
de 1969, 69, oui, et qui dispose que les États ont l'obligation d'exécuter leurs obligations, permettez la tautologie, de bonne foi. Et de bonne foi, ça veut dire il faut respecter ce à quoi ils s'étaient engagés. Et quand vous lisez cet article, à la lumière de l'article 1er des 4 conventions de Genève de 1949, vous allez constater que, au terme de l'article 1er commun à ces 4 conventions, n'est-ce pas, il est dit que les États ont l'obligation, les partis, ça veut dire les États ou les parties contractantes, ont l'obligation de respecter, de faire respecter ces conventions. Ça veut dire, les États doivent faire respecter, d'abord respecter les conventions et les faire respecter. Ça veut dire, les forces armées des États, lorsqu'elles sont en conflit armé, lorsqu'elles sont dans une situation de guerre, elles doivent respecter les règles des droits humanitaires. Parce que la guerre est réglementée par les conventions de Genève, mais aussi par des coutumes internationales. Et donc, en vertu de cette obligation, l'État, le Burundi et le Rwanda avaient violé les obligations internationales. Je poursuis en disant que, dans le même ordre d'idées, ces 2 États, en commettant des crimes à travers leurs forces armées, n'est-ce pas, ils avaient violé les principes de l'immunité de la population civile. Les actes de représailles sont interdits, sont systématiquement, scrupuleusement, préemptoirement interdits par le droit international. Parce que, je l'ai dit dans l'introduction, que les civils sont protégés et aucune attaque ne doit être dirigée contre elles. Parce que la guerre n'engage que des militaires. La guerre, les attaques doivent être dirigées contre des militaires et non pas contre des civils. Et donc, la population de Makobola, c'est une population purement, typiquement civile et qui devrait, n'est-ce pas, être protégée par les États. Voilà les obligations violées. Pour être clair, je vais énumérer ces articles en passant, sans entrer dans les fonds. Si vous avez le temps ou la possibilité, n'est-ce pas, vous pouvez les lire et en savoir plus. Il s'agit ici de l'article 50 du protocole additionnel 1 aux conventions de Genève de 1949. Il y a aussi l'article 73 du protocole additionnel 1, ou bien premier. Il y a aussi l'article 1er, je l'ai dit, aux 4 conventions de Genève, n'est-ce pas, qui donnent aux États l'obligation de respecter et de faire respecter leurs obligations contenues dans ces dites conventions. Vous pouvez aussi lire l'article 27, l'article 28, l'article 29 et 31, mais aussi l'article 47 de la 4e convention de Genève qui protège la population civile. Voilà ce qu'il faut noter, que la violation de ces obligations internationales par les États donne obligatoirement, n'est-ce pas, droit à la réparation, et donc les États doivent être condamnés. Ça, c'est très important à savoir. Mais on peut se poser aussi la question au niveau individuel, parce que je vais développer les obligations qui engagent les États, le Burundi et le Rwanda, par rapport aux faits commis par leurs forces armées respectives, n'est-ce pas? Parce que ces dernières sont des organes des 10 États et par conséquent, au regard du droit international, ces États ont commis les violations du droit international, mais pour le dire plus clairement, il s'agit des actes internationalement illicites qui donnent lieu aux réparations, comme je l'ai dit. Il existe aussi la responsabilité pénale individuelle qui doit être engagée par les éléments des forces armées, n'est-ce pas, qui agissaient, n'est-ce pas, pour les comptes de l'armée nationale congolaise. Ici, il faut
entendre la rébellion du RCD. Bien sûr, en droit, peut y avoir une grande discussion par rapport à ça. Est-ce que les éléments du RCD étaient sous contrôle de l'armée rwandaise et burundaise? C'est un débat pédagogique. Je ne voudrais pas y entrer parce que ça peut demander beaucoup de temps. Mais je voudrais seulement faire un peu de nuances pour permettre à tout le monde, même celui qui n'a pas fait, n'est-ce pas, les études du droit, peut comprendre que nous sommes en train de parler, de nuancer les faits commis par les forces armées du Rwanda et du Burundi, d'une part, et les faits commis par les éléments du RCD, donc les militaires du RCD, qu'on connaît, peuvent des civils, des militaires congolais, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on parle de la responsabilité pénale individuelle. Il peut s'agir d'un commandant, un colonel, un major, donc l'officier, quoi. Voilà, ça c'est un autre débat qui pourrait être, n'est-ce pas, engagé plus tard. S'agissant, n'est-ce pas, de la question de la responsabilité pénale individuelle. Et c'est cette question qui va nous amener à la notion de la compétence universelle. Ça, c'est le quatrième point de notre exposé. La compétence pénale universelle, c'est quoi? De manière simple, ici, il s'agit de la compétence reconnue à un État étranger, n'est-ce pas, de juger ou de poursuivre et de juger des infractions, des crimes qui ont été commises en dehors de son territoire, bien que les victimes ne sont pas ses ressortissants. Et dans les cas sous examen, nous sommes en train de parler des cas de Makobola. Donc, des victimes, ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Français ou des Belges, n'est-ce pas? Il peut, en vertu de ce principe, la France ou la Belgique, ainsi de suite, peuvent se dire non, nous allons poursuivre ces crimes. Et cela est possible en droit. C'est possible que cela soit fait. Et donc, c'est très possible. Très possible. Il y a plusieurs affaires qui peuvent, n'est-ce pas, vous édifier. Mais, il faut noter en même temps que la compétence universelle connaît beaucoup de limites pour ne pas dire que cette compétence a moins de chances à être effective dans la pratique, compte tenu des enjeux, n'est-ce pas, des intérêts politiques qui sont en cours. Ici, c'est la question de la géopolitique entre les États. Et donc, ce n'est pas aussi facile de poursuivre les auteurs, les individus qui ont commis des crimes, lorsque les intérêts de l'État qui va poursuivre et ceux de l'État dont les officiers, les militaires sont poursuivis, sont en danger. Et donc, je vais énumérer les cas, quelques cas ici, pour lesquels la compétence universelle a connu des limites ou des problèmes d'application. Il y a l'affaire, n'est-ce pas, des 40 officiers rwandais. Ici, il s'agit des mandats d'arrêt. Des mandats d'arrêt internationaux lancés par les juges espagnols pour arrêter et juger les 40 officiers rwandais pour des crimes commis en RDC, en ex-Zaïre à son temps. Et parmi ces officiers, il y a l'actuel chef d'état-major rwandais, James Kabarebe. Et donc, ils étaient, on les reprochait d'avoir commis des crimes à l'encontre, n'est-ce pas, des civils, à Mbandaka, à Kindu, à Mubunga, à Kibumba, vers aussi le lac Vert, à Tingitingi. Et donc, ces actes-là étaient dirigés contre des civils et spécialement des réfugiés. C'était en avril 1997. Et voilà, vous allez comprendre que ces actes constituaient des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Mais vous pouvez lire ces informations dans les rapports mapping aux pages 476 et 477, points 1 et 3. Donc, c'est bien expliqué dans ces rapports mapping.
Donc, vous voyez que la compétence universelle avait connu des limites. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cette information? Donc, s'il s'avère que parmi les commandants qui étaient impliqués dans les massacres de Makobola, et qui sont d'ailleurs les commandants qui sont en vie, on parvient à identifier des éléments des officiers rwandais ou burundais. Le pays qui reconnaît la compétence universelle dans sa législation pénale, il y a la France notamment, il y a, comme je l'ai dit aussi, c'est quoi encore, l'Espagne, la Belgique aussi. Il y a encore un débat s'agissant de la Belgique. Ces États, ils peuvent, n'est-ce pas, lancer des mandats d'arrêt internationaux pour arrêter et juger ces officiers-là. Mais comme vous le savez, la géostratégie et la géopolitique, n'est-ce pas, déterminent beaucoup de choses actuellement. Et donc, il peut y avoir des problèmes purement techniques sur le plan diplomatique. Et que ces officiers étrangers ne peuvent pas être arrêtés. Je viens de vous citer l'affaire des 40 officiers. Ils n'ont pas... l'affaire n'a pas été... je dirais, le juge ou le procureur a dû abandonner les poursuites. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça, c'est qu'il faut retenir. C'est la même situation qui peut se poser s'agissant des crimes commis à Makobola. C'est très important à retenir cette information. Très, très important. Maintenant, je poursuis avec le point 5. Et si la compétence universelle ne peut pas être la solution, quid de la Cour pénale internationale? Ça veut dire, en d'autres termes, comme la compétence universelle ne peut pas nous être utile, ne peut pas être la solution, pour juger les crimes commis à Makobola, est-ce qu'on peut recourir à la Cour pénale internationale? C'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Des fois, on se pose une telle question. Voilà la réponse. La réponse est simple. Non, la Cour pénale internationale ne peut pas juger ces faits parce que la Cour pénale internationale est entrée en vigueur, donc a commencé à travailler à partir de juillet 2002. Or, les crimes de Makobola étaient commis postérieurement à cette entrée. Ça veut dire en 1998. Définitivement, pendant cette période, les États partis et les organisations internationales étaient en train de signer, de finaliser, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les statuts de Rome portant à la création de cette instance. Et donc, lorsque la Cour pénale internationale de justice a commencé à démarrer ses activités, elle ne pouvait plus rentrer en arrière pour juger les faits qui étaient commis postérieurement. Ça veut dire la Cour est entrée en vigueur en 2002, ça va? En 2002, juillet 2002. La Cour ne peut pas juger les faits qui étaient commis avant 2002. Donc, la Cour doit juger les faits commis à partir de 2002 jusqu'à nos jours. Voilà le problème. Et en droit, on parle du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Ça veut dire on ne doit pas rentrer dans le passé pour juger les faits qui étaient commis. Et c'est ce qui est stipulé au terme de l'article 24.1 du statut de Rome portant la création de la Cour pénale internationale. Donc la Cour pénale internationale n'est pas la solution pour juger ces crimes, ça veut dire les crimes de Makobola. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire?
c'est le 6e point. Que faire comme la compétence universelle? Bien que ça peut être une solution, mais pratiquement, comme je l'ai expliqué, ça peut poser des problèmes. Est-ce que, comme aussi la Cour pénale internationale ne peut pas juger les faits, les crimes commis à Makobola, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis tombé sur une pétition actuellement qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. C'est une pétition initiée par les femmes survivantes de violences sexuelles en RDC. C'est un mouvement des femmes, bien entendu, en partenariat ou bien en connivence avec l'Amnesty International, qui est une organisation de défense des droits de l'homme, n'est-ce pas? Il existe une pétition qui est en ligne, que vous pouvez signer pour exiger qu'il y ait la justice transitionnelle afin de juger ces crimes tels que documentés par les rapports mapping. Et voilà la possibilité qui nous est offerte actuellement. Nous pouvons signer tous cette pétition. Elle est disponible sur ma page Facebook RDC Nouveau Départ. Vous pouvez signer et la faire signer, la partager et en parler avec vos amis. C'est très important. Donc, nous avons la seule possibilité qui nous est offerte, c'est de le faire parce que, du point de vue politique, avec les systèmes mis en place en RDC, il n'est pas vraiment facile parce que le président congolais Félix Tshisekedi ne se soucie même pas de cette question de manière, je dirais, de manière personnelle. Et vous allez constater avec nous que le fait d'avoir penché la réflexion, d'avoir orienté le débat vers ce qu'on appelle la justice transitionnelle, c'est pour faire échapper les officiers étrangers, ça veut dire du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, et d'autres États qui étaient impliqués dans les crimes commis en RDC, de manière générale, n'est-ce pas? Et de manière générale, qui ne puissent pas faire l'objet de poursuites, parce qu'ici, il va se poser le problème de l'extradition. Donc, il faut qu'ils soient extradés vers la RDC. Or, ce qui n'est pas possible. Les États ne peuvent pas le faire. Et donc, la justice transitionnelle ne va que concerner les nationaux, c'est au niveau national, généralement. Et donc, mais tant mieux, à défaut du mieux, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je vous demande, je vous recommande de pouvoir signer cette pétition. C'est très important. Enfin, quelles sont mes recommandations? D'abord, je parlais de la signature de la pétition. Il existe aussi plusieurs autres recommandations. Il faut briser la peur en mettant le gouvernement devant ses obligations internationales et nationales. Il faut appeler les politiciens, n'est-ce pas, à parler du rapport mapping. Mais aussi, il faut éviter à ne pas aller danser pour eux lorsqu'ils sont en mission à l'intérieur du pays, en province, en ville, dans les localités, chefferies, ainsi de suite. Deuxièmement, il faut aussi boycotter des religieux ou des pasteurs qui vous disent qu'il faut pardonner. Il faut pardonner, bien sûr, mais il faut faire appliquer la loi. Les pasteurs doivent s'impliquer aussi dans la lutte contre l'impunité. Donc la justice élève une nation. On ne peut pas concevoir l'hypothèse de la paix sans passer par la justice. On ne peut avoir la paix que lorsqu'il y a justice. Et la preuve en est que, après 22 ans, il y a toujours des tensions parce que des victimes de Makobola n'ont jamais obtenu la justice et n'ont jamais obtenu de réparations. Il faut aussi demander aux députés, sénateurs, députés nationaux et provinciaux bien entendu, d'inclure les dossiers des rapports mapping en général et les cas de Makobola à l'ordre du jour
lors de la session de 2021. Ça, c'est très important. Il faut parler aux députés. Il faut leur demander, parce que nous sommes ce qu'on appelle des souverains primaires. C'est nous qui détenons le pouvoir. Ces gens-là nous représentent. Donc, ils sont nos porte-paroles. Ce qu'ils doivent dire doit provenir de nous. Et donc, nous avons un message à leur donner afin qu'ils aillent, n'est-ce pas, le partager, qu'ils aillent défendre nos droits au niveau de l'Assemblée, au niveau des institutions du pays. Et donc, les rapports mapping, les cas des rapports mapping en général, mais aussi les cas du massacre de Makobola en particulier. Je poursuis en disant aussi, il faut exiger au gouverneur du Sud Kivu, n'est-ce pas, de décréter une journée spécifique pour commémorer le massacre de Makobola. Ça, c'est très important. Nous avons le droit de pleurer nos morts. C'est très important. Et ça fait partie de notre histoire. Vous savez, plus le temps passe, plus on oublie. Et vous savez, Alain Foucault dit, un peuple, comment dire, nul n'a le droit d'effacer l'histoire, une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire, c'est un monde sans âme, quelque chose pareil. Donc, nous avons droit de commémorer, de nous rappeler de nos morts, de nous incliner devant leur mémoire. C'est un travail de mémoire collective. Donc, c'est de notre droit de le faire. Nous devons le pleurer parce que 22 ans après, nous ne les avons pas encore pleurés comme il se doit. C'est très important. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que j'avais à partager avec vous. C'est très important. C'est très important. Et je pense que j'ai été clair et vous avez compris. S'il faut me résumer, aujourd'hui, je suis en train de parler de la question du sujet du massacre de Makobola. J'expliquais, Makobola, nous sommes à l'est de l'RDC, à 20 km de la ville d'Uvira. Nous sommes au sud Kivu. Ce sont des massacres qui ont été commis contre les civils et des officiers, des militaires de l'armée patriotique rwandaise et de l'armée nationale burundaise, en connivence avec des militaires du RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, les RCD, n'est-ce pas? Ils avaient commis des actes de représailles contre les populations civiles. Et nous avons dit que lorsque les actes sont commis contre les civils, ces actes sont constitutifs des crimes. Et nous avons dit que c'était des crimes contre l'humanité. Et comme ce sont des crimes contre l'humanité, des victimes ont droit à la justice et à la réparation. Et nous avons envisagé des possibilités pour obtenir réparation. Premièrement, à travers le mécanisme de la compétence universelle, nous avons dit que très souvent dans la pratique, ces mécanismes, cette procédure se heurte aux difficultés d'ordre diplomatique et politique. Ici, la question de la géopolitique. Et nous avons cité la jurisprudence, n'est-ce pas, des 40 officiers rwandais qui étaient poursuivis par les juges espagnols, les procureurs espagnols, mais au bout du compte, ces derniers avaient dû abandonner les poursuites. Et donc, nous avons envisagé aussi la Cour pénale internationale. Nous avons dit que ce n'est pas possible que cette instance puisse connaître des affaires commises en 1998 parce que c'était avant son entrée en vigueur. C'était donc impossible. Nous avons parlé aussi, nous avons démontré qu'il y a une possibilité de signer la pétition qui est en cours pour juger les crimes commis en RDC. Et donc, c'est aussi possible de les faire. Il faut soutenir les femmes, il faut soutenir les organisations de défense des droits de l'homme, il faut soutenir la lutte du docteur Mukwege, il faut soutenir la lutte de toute personne qui est impliquée dans la lutte contre l'impunité. C'est la seule possibilité qui nous soit offerte actuellement. Et enfin, je suis parvenu à vous donner des recommandations
que vous savez déjà, vous connaissez déjà. Donc, il faut s'impliquer pour que cela soit effectif. Pourquoi je dis que la voie de la pétition, la justice traditionnelle, ça peut nous être utile actuellement. C'est parce qu'au niveau politique, il y a des enjeux de haute taille. Vous savez, les crimes commis en RDC de manière générale, c'était des crimes qui étaient téléguidés, c'était des crimes qui étaient commis dans un contexte spécial particulier. Et donc, des États étrangers et des multinationales, les Occidentaux, notamment les Anglo-Saxons, les Américains, les Britanniques, les Australiens, les Canadiens, et certains pays scandinaves, n'est-ce pas, ils exploitent nos richesses, nos minéraux, et ils s'en foutent, n'est-ce pas, de nos morts. Vous comprenez? Et donc, ils n'ont pas intérêt à activer les leviers de la justice pénale internationale. Ça veut dire la mise en place des recommandations du rapport Mapping en créant le tribunal pénal international pour les RDC. Donc actuellement, nous sommes bloqués. Et je voudrais le rappeler, bien que le Conseil, le Parlement européen avait pris une résolution en août dernier pour demander au Conseil de sécurité de prendre une résolution à son tour afin de créer ce tribunal. Cela n'a jamais été fait. Et je vous informe que nous sommes le 31, aujourd'hui à minuit. Il y a la Belgique et l'Allemagne qui sont des membres non permanents, si je m'abuse, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Leur mandat va se terminer aujourd'hui à minuit. Et donc, or, ils n'ont pas encore achevé cette mission. Bien sûr, ils ont recommandé depuis août que le Conseil de sécurité puisse prendre une résolution afin de créer ce tribunal, comme c'était le cas pour le Rwanda et comme c'était le cas pour l'ex-Yougoslavie et comme c'était le cas dans d'autres autres situations, notamment Sierra Leone, Liban. Mais nous sommes le 31, nous tendons vers la fin de leur mandat, mais rien n'est encore fait. Pourquoi? Parce que ce sont des enjeux internationaux qui sont en cause. Et j'en profite pour vous dire, quand vous lisez ces ouvrages, que vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Et ça, c'est l'ouvrage « Le Canada et le pouvoir Tutsi du Rwanda, 2 décennies de complicité criminelle en Afrique centrale ». Ça, c'est écrit par Patrick Mbeko. C'est un ouvrage très important à lire que je peux vous recommander. Quand vous allez lire ces ouvrages, vous allez comprendre pourquoi la création du tribunal pénal international pour le Congo connaît des problèmes. Malgré qu'il y a beaucoup de morts en RDC, il y a celui-ci, Patrick Mbeko et Honoré Rwanda. La stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs. C'est très important à lire. Vous allez comprendre la géopolitique, pourquoi les morts des Congolais ne sont pas respectés, pourquoi les massacres de Makobola sont restés impunis. C'est un ouvrage que je vous recommande, n'est-ce pas, à lire vivement. Vous allez comprendre pourquoi les enjeux internationaux, les multinationales, n'ont pas intérêt à prendre cette résolution. Vous pouvez aussi lire celui de Charles Onana. C'est celui de Charles Onana. C'est Charles Onana, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent. L'intérêt de cet ouvrage, ce n'est pas d'entrer dans la polémique de définition du génocide au Rwanda, mais c'est de comprendre quels étaient les motifs, les causes et les visées du génocide au Rwanda. Donc, aussi on vous explique pourquoi il y avait la guerre au Rwanda. Tout était parti du Rwanda pour viser la RDC, exploiter
les minéraux, contrôler la RDC, tuer des populations, faire déplacer des populations civiles. Donc, c'est ça l'intérêt de cet ouvrage. Vous pouvez aussi lire, dans le même ordre d'idées, celui de Les Rwandais, l'éloge du sang de Judy River. Ça, c'est la version française. C'est très important. Je vous recommande de lire ce livre. Vous allez comprendre pourquoi les enjeux sont vraiment détaillés, si bien que les Congolais sont sacrifiés. Et je vous recommande aussi de lire cet ouvrage du professeur Ambroise Boulambo, Katambu, Mourir au Kivu, du génocide Tutsi au massacre dans l'Est du Congo. Ne soyez pas inquiétés par le mot génocide Tutsi parce qu'il y a sacré de polémique. À son temps, il ne devrait qu'écrire ça parce que lui-même, il voudrait dire génocide du Rwanda. Mais son auditeur, c'est les éditions L'Harmattan. Il avait refusé, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait des controverses. Donc, il ne devrait que se plier à cette exigence pour faire publier son ouvrage. Voilà, chers amis, les ouvrages que vous pouvez lire pour comprendre la géopolitique dans la région du Grand Lac. Vous allez comprendre que la géopolitique, la géostratégie dans la région du Grand Lac, tout est lié, tout est connecté. Ceux qui avaient commis des crimes au Rwanda, au Burundi, ils savaient qu'ils avaient les ambitions d'attaquer la RDC. Et en attaquant la RDC, il y a des crimes. Ce n'est pas possible qu'eux-mêmes, qui peuvent être cités dans ces affaires, n'est-ce pas, prennent le courage de prendre des résolutions au niveau du Conseil de sécurité afin de mettre en place ce tribunal. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore meilleurs vœux 2021 et à la prochaine.